Chloé Régent, Quentin Bayou, Marc Bodnar, Alexandra Cicluna. A Batista combatió, Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Porque ya no hay pueblos Parole de Pilar, como establece la segunda declaración de La Habana. de Simone Amin. Pueblo de América Latina es Un feuilleton en 15 épisodes. de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. 8e épisode. Mon comportement pendant toute cette période ne l'a pas aidé. Il était toujours très attentif au moindre de mes gestes. Il lisait en moi comme réactif à chacune de mes émotions. Et je ne supportais pas de transporter ce pauvre type à l'arrière de la voiture. J'en avais une nausée perpétuelle. Aujourd'hui encore, je suis incapable de savoir si ces souvenirs sont issus d'un mauvais rêve ou de cette réalité glauque que nous déroulions chaque jour. Toute une nuit, j'ai rêvé que je m'endormais au volant de la voiture, alors que les deux petits chantaient sous à l'arrière. Je glissais, malgré ma résistance. Je sentais mes bras peser sur le volant, la voiture penchait dangereusement dans les bas-côtés sans que j'aie la force ni l'énergie de réduire la vitesse. La végétation du talus dansait dans la lumière des phares de manière hypnotique. Et le matin, je me suis éveillée le nez sur le volant. La voiture était profondément encastrée dans un arbre. Question de kidnapping. On n'est pas là pour ça. Un enlèvement. Mais vous êtes complètement stupide. Inconscient. Tuer un dictateur, c'est facile. Hein. C'est comme écorcher un poisson. Enlever un homme, c'est complètement absurde. Roman. On l'emmène. On l'enlève. J'étais pourtant la plus aguerrie de nous trois. J'étais armée par l'expérience et soutenue par une culture politique solide. C'est sans aucun doute Eusèbe qui a traversé l'aventure avec le plus de lucidité. Il y a perdu ses illusions, c'est certain. Mais cela ne l'a pas empêché de conserver intacts ses engagements et sa motivation. Il est devenu plus pragmatique, plus cynique. Sans doute l'était-il déjà derrière son visage d'adolescent. Eusèbe, ce sont les eaux dormantes. Il était animé d'un bouillonnement profond qui ne remontait jamais à la surface. Comme vous le savez, la remise des rançons fut assez mouvementée.
Nous avons récupéré l'argent, c'est le principal. Cette bavure à Enemodo. Ce fut certainement une chance qu'il perdit la vie. Ce climat oppressant qui nous avait collé à la peau pendant toutes ces semaines nous avait fait commettre certaines erreurs. L'otage vivant, il n'est pas exclu qu'il ait permis de remonter une partie de la filière. Néanmoins, de notre point de vue, ce fut une mort bien moins plaisante que celle du dictateur. Il n'y a que Roman que cela ne cessait de réjouir. Il avait continué son travail d'assimilation au tyran. Il marmonnait entre ses dents « Bien fait pour cette ordure, quand même il y a une justice. » La retraite aussi a été assez mouvementée, vous étiez traqué par l'armée. Vous savez, c'était l'Amérique centrale. Les soldats jouaient les matamors avec les paysans sans défense, mais quand ils avaient face à eux 3 bêtes de guerre, armés et décidés, ils urinaient dans leurs uniformes, même en marchant. Il y a bien eu quelques fusillades pour la forme, mais je crois vraiment qu'ils avaient peur de nous. Non. La vraie épopée, ce fut le passage des plateaux de las Altamos. Nous avons passé la frontière à 4000 mètres, les genoux dans les neiges éternelles. Ils jouaient comme des enfants, ils n'avaient jamais vu la neige. Ils étaient heureux. Je l'ai vécu enveloppé dans du coton. J'avais une balle dans le bas du dos et Roman me portait sur son épaule. Ma tête fourmillait, ralentie par le manque d'oxygène à cette altitude. Ce fut un moment de silence et de tendresse après cette fuite à bout de souffle. Et si nous arrêtions pour aujourd'hui, nous pourrions sans aucun doute boire quelque chose d'un peu plus vigoureux à cette heure. Non, volontiers. Je vois bien que je vous laisse un peu dans l'embarras avec mes discours. Ce n'est pas tant que je me refuse à vous réciter un déroulement des événements et des anecdotes, mais je suis une assez piètre conteuse. Et puis, c'est à vous de raconter l'histoire. C'est votre métier. Vous verrez, Eusèbe est un bavard insensé. Il ne jubile jamais tant que lorsqu'il peut se répandre en baratin. Quand irez-vous en Allemagne ? J'irai le voir dans un peu moins d'un mois. Je suppose que vous utiliserez aussi quelques extraits des films. Jetez un œil sur la dernière piste de Serge Minko. Je suis sûre que le film vous passionnera. Oui, j'utiliserai des extraits des 3 films. J'ai également récupéré l'interview qu'avait donnée Roman à une radio locale américaine quelques semaines après sa condamnation. J'essaie de me procurer l'enregistrement de votre procès à tous les 3. Vous rêvez. Je verrai ce que je peux faire pour vous. J'ai aussi demandé à Massetto de rédiger un texte apocryphe qui serait une sorte de monologue de Roman. Francesco Massetto ? Si. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez lu ce qu'il écrit ? Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un goût des vomus dans la bouche quand j'y pense. Il éructe, il crache, il est morbide et réactionnaire. C'est l'antithèse de Roman. C'est un écrivain médiocre qui croit créer un style en remuant la lie. Il est atteint d'une incontinence scripturale qui sent l'urine. Il manie sa plume comme un gourdin. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vous parle sérieusement. Réfléchissez-y ce soir. Si vous ne changez pas d'avis, je me retire. Dans la Maison Bleue, les plus jeunes parlent de Loya. À leurs yeux, c'est une sorte de mythe impalpable, descendu de manière inexplicable du panthéon révolutionnaire, issu d'une époque où le rêve et la réalité n'étaient pas encore dissociés. Je veux bien.
Maria, parlons direct. Tu me dis direct. Très bien. Maria fait partie de la mémoire collective des Irakiens. Ce ne sont pas les 408 morts qui ont leur souvenir. Pour eux, à Maria, la démonstration d'une certaine logique américaine. Les Irakiens ne s'offusquent pas de la décision de bombarder un abri civil sous lequel se cache un centre de commandement abritant Saddam Hussein. Attends, le président installe des batteries de DCA aux abords des écoles, les centres opérationnels, sous les bunkers, et tous savent que c'est criminel. Ce qui les révolte, et dont Amaria est le symbole, c'est que l'information sur laquelle les Américains se fondent pour déclencher leur aide provient d'un opposant irakien réfugié à Londres depuis 10 ans. Une information notoirement douteuse. Malgré un peu de crédit qu'on peut accorder à la source, il décide de sacrifier 408 civils. L'abri ne cachait ni Saddam Hussein, ni centre Moi aussi j'ai vu Amaria. Février 1991, 4 heures du matin, un obus perfore la coque de béton de l'abri. La déflagration tue la plus grande partie des habitants du quartier, qui s'étaient réfugiés dans l'abri. Ils dorment. 4h02. Un second obus pénètre par la brèche. Son explosion fait monter la température à 370 degrés Celsius. Les survivants cuisent. Les cadavres tués par le premier impact brûlent. 408 morts. Aujourd'hui, 12 ans ont passé. On aperçoit toujours le ciel par le plafond éventré. Le sol en linoléum est taché des empreintes laissées par les dormeurs. La forme des corps, les chairs carbonisées mêlées aux matières plastiques fondues. Sur les murs, des silhouettes estampillées par les carcasses projetées contre les parois lors de l'impact. Les murs du deuxième sous-sol sont marqués jusqu'à hauteur d'homme par l'eau que déversent les sauveteurs pour faire baisser la température. Les eaux chargées de débris humains, cheveux, peau, cendres. Les murs en sont recouverts. J'ai vu aussi les mains du fils de Loya. Elles sont palmées de la base des doigts jusqu'à la racine des ongles. Les structures de la société n'existent plus. Bien sûr, tout ce qui motive l'intervention est indépendable. Réfléchir pas une grande analyse historique, juste une petite réflexion. C'est vrai, demande-toi quels sont les deux éléments qui ont porté Saddam Hussein au pouvoir en 1967. Premièrement, les deux éléments qui lui ont assuré les soutiens populaires dont il a joué pour installer sa dictature. Tu trouveras un nationalisme assez simpliste qui s'appuie sur les rejets de la situation coloniale, qui perdure malgré l'indépendance déjà ancienne, les rejets d'une collusion entre le pouvoir en place et les intérêts étrangers. à l'échelle de l'histoire. Et tu trouveras aussi un panarabisme encore plus sommaire, soutenu principalement par une opposition à Israël. Écoutez, l'Irak se doit d'être un État puissant à la tête des États arabes pour qu'un équilibre des forces soit rétabli face aux Juifs. Voilà. Por favor, demande-toi comment ces deux facteurs vont évoluer à la suite de l'intervention américaine. Si. Et tu pourras ensuite me dire s'il s'agit d'un pas en avant ou d'un pas en arrière. Si l'intervention ne ravive pas toutes les conditions propices à l'émergence d'un régime similaire. Oui, alors, d'accord. Non, mais j'étais d'accord, le raisonnement est un peu... Ah bah oui, c'est vrai, Un peu, elle a dit un peu. Elle a dit un peu. À quoi cela vous sert-il d'enregistrer tout cela? Venez discuter quand on vous entend à votre tour. Hé, lâchez votre appareil et venez boire le rhum. Si tienes razón, mijo. Si. Vamos. Venga, vamos, Roncito, venga. Silence. Mécréant. 18 ans de silence me rendirent irritable. Je ne supporte plus ce caquetage. Enfant, le silence me faisait peur.
Une peur immense que mon grand corps ne suffisait pas à contenir. J'égarais la trouille. Silence. J'aspire à retrouver cette quiétude perdue que seul dérangeait l'écho de mes pas et le tintement de mes chaînes. 3 pas dans un sens, le mur, 3 pas dans l'autre sens, le mur. Le son feutré de mes semelles usées cognait les angles de la cellule. Un clapement pointu soutenait ces allers-retours dans la description sonore de cet espace arpenté à 1000 reprises. Un écho étouffé par les murs poreux, amplifié pourtant par mon propre corps débile, dont la claudication imitait un asynchronisme entêtant. Ce déhanchement ridicule me forçait à des ondulations obscènes. Ma patte gauche, plus courte, depuis qu'elle pénétra dans mon propre ventre, me narguait à chaque pas, frappant le sol avec un demi-temps de retard. Mais ce rythme et mon silence à moi, un battement syncopé proche de l'ictus ponctué par le crépitement du tabac attisé par mon souffle. La nicotine relâchait mes muscles et empêchait le monstre de s'emballer. J'inspirais profondément pour entendre chaque bronchiole s'ouvrir au bonheur en une rumeur sourde qui répondait au rougeoiement de la sèche collée à mes lèvres. Je crée mes propres rituels, je deviens votre passé. Paroles de pirate de Simone Amino. Chloé Réjean, Loya. Quentin Bayou, Eusèbe. Marc Bodnar, Roman. Alexandra Cicluna, la journaliste. Et Carolina Pechenet. Luis Martínez Saiz. Brontis Jodorowsky, Hervé Furik, Miglen Mirchev. Musique, Jacques Mouniard, Philippe Thibault. Bruitage, Patrick Martinage. Prise de son, montage, mixage, Philippe Bredin, Manuel Couturier. Assistante, Alejandra Malca. Aquí se queda la clara, Realización, la entrañable Claude Guerra. transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.